L'Union pour la nation congolaise est l'une de formations politiques. Aujourd'hui, on peut dire, pas on peut dire, mais influente, on le confirme, raison pour laquelle nous avons aujourd'hui l'honneur de passer ces moments d'échange avec une de personnalité, un de cadre de cette parti politique ici en province, dans le Haut-Katanga et Lubumbashi, la ville de Lubumbashi en particulier. Monsieur Toyi, pour des personnes qui vont vous reconnaître au travers ces images et celles qui ne vous reconnaîtront pas, c'est qui est Toyi? Bon, moi je suis porte-parole de l'UNC Haut-Katanga. En dehors d'être porte-parole, je suis directeur de cabinet de Madame l'interfédérale Riziki Moussongi Lamaris. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan scientifique, je suis chef de travaux à l'université de Lubumbashi. À mon actif, j'ai plusieurs publications scientifiques, notamment 2 livres publiés à Paris sur les questions économiques. Je suis spécialiste des questions d'intégration régionale, mais également de la coopération internationale. Et je suis aussi intéressé des questions géopolitiques au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Donc, bref, je suis un chercheur. Chercheur, mais ici nous vous recevons avec, dans cette casquette-là d'acteur politique. D'acteur politique, relateur politique. L'UNC, aujourd'hui, occupe quelle place, quel rôle, selon vous, dans l'Union sacrée? D'abord, l'UNC, c'est une formation politique qui occupe une place de choix au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que avant qu'on ait l'Union sacrée, nous avions ce qu'on appelait CACH, Cap pour les changements. Et le CACH, c'est le CACH qui est pratiquement une structure fêtière, une structure qui a engendré l'Union sacrée. Lorsque Vital Kamerhe et M. Félix Tshisekedi vont se rencontrer à Nairobi, ils vont signer un partenariat politique qui était autour de la grande idée, le changement, le CACH, et ils vont remporter les élections. Malheureusement, pendant ces temps, ils ont gagné la présidence, mais ils n'ont pas eu une majorité parlementaire. Lorsque la majorité parlementaire a basculé du FCC vers le CACH, c'est ainsi qu'on a créé l'Union sacrée. C'est une philosophie, une union qui devrait coaliser ou bien mettre en action ou conjuguer ensemble les intelligences du pays pour faciliter le chef de l'État à avoir plus de manœuvres dans la direction du pays. Vous savez que dans les systèmes politiques congolais, nous avons ce qu'on appelle la partitocratie. Ça signifie c'est la majorité qui dirige. Si vous n'avez pas la majorité, vous ne saurez pas diriger. C'est ainsi qu'il y a eu une sorte de basculement politique de la majorité qui a quitté le FCC et nous avons eu l'Union sacrée. Donc, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, c'est un parti stratégique, c'est un parti qui est toujours aux côtés de l'UDPS pour justement servir la nation. Donc, même au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours une position stratégique, même en termes numériques, à l'Assemblée nationale. Nous avons autant de députés qui font de nous aujourd'hui la 3e force politique après l'AFDC. Est-ce que vous affirmez ou infirmez cette description-là qu'a plus d'une personne sur la personne de Vital Kamerhe, que c'est une personne changeante, versatile, et par moments traître, les derniers actes, ça date de lorsqu'ils ont formé au sein de l'Union sacrée une structure pour dire que c'est nous qui avons plus de députés. Quelle est votre définition par rapport à cette analyse-là ou ces jugements-là de Vital Kamerhe? Ce sont seulement les ennemis de la République qui aiment jeter les tomates pourries sur cet homme de Vital Kamerhe, un homme loyal. Pourquoi je dis qu'il est loyal? Il y a des preuves. Vital Kamerhe a été avec M. Félix depuis Genève. Il dit à M. Félix, allons, faisons une coalition à 2. Ils sont allés à Nairobi. M. Félix a gagné, ou nous avons gagné avec lui les élections, et c'est lui qui était porté comme président de la République.
Vital Kamerhe allait trahir, il n'a pas trahi. Il fallait qu'il soit Premier ministre. Mais parce que la majorité parlementaire se définissait du côté du FCC, et Vital Kamerhe a accepté d'être directeur de cabinet. Il va trahir, il n'a pas trahi. Ensuite, il y a eu un procès cynique qui a été concocté contre lui pour saper son autorité, mais également détruire la gouvernance de Félix Tshisekedi en 2018. Vital Kamerhe ne s'est pas résigné, il n'a pas trahi. Il a été jeté en prison, il a subi les humiliations, quoi qu'il était innocent, quoi qu'il se savait innocent, mais il croyait fermement, premièrement, au leadership du chef de l'État. Il n'a pas trahi. Les gens pensaient qu'il allait aller dans l'opposition. Il n'est pas parti. Il est resté droit dans ses bottes pour résister aux pressions politiques, mais également se justifier ou se défendre devant les instances judiciaires. Et finalement, cet homme a été lavé, acquitté totalement par la juridiction du pays. Il n'a pas trahi. Lorsqu'il sort de la prison, il n'a pas trahi. Il est resté fidèle. Il y rentre. On lui propose d'être vice-ministre de l'économie. Dans la carrure, dans la posture de Vital Kamerhe. Il ne pouvait pas accepter ces postes. Mais parce que c'est un homme qui met d'abord les intérêts du pays, les intérêts de la nation. Il a accepté de servir son pays comme ministre de l'économie. Il n'a pas trahi. Le mandat est fini. Et vous connaissez les clauses du partenariat de Nairobi. Vital Kamerhe a accepté de réviser cet accord pour laisser encore une fois la chance à M. Félix, n'est-ce pas, comme la politique est dynamique, de se représenter. Il n'a pas trahi. On a dit qu'il trahira, il n'a pas trahi. Nous sommes allés aux élections. Je crois, si vous regardez les statistiques, il était le seul politicien qui a eu à accompagner M. Félix durant la campagne électorale. Il a mouillé le maillot. Lui était chargé de s'occuper de la campagne du président du côté dans la partie Est. Il est allé au Congo central. Il est allé dans l'autre partie, en fait, à Kisangani. Il est rentré à Bukavu. Il n'a pas trahi. Alors, finalement, qu'est-ce que les gens veulent que Kamerhe fasse pour qu'ils croient que c'est un homme qui est honnête? Alors moi, je connais cet homme-là. C'est un homme intelligent, un homme honnête. Et tout le monde se souviendra de son intelligence lorsqu'il a eu à exercer les fonctions de président de l'Assemblée nationale à l'époque du président honoré Joseph Kabila. Donc pour moi, ce sont tout simplement des affabulations où il y a ceux qui veulent simplement jeter le discrédit sur cet homme qui a un parcours exceptionnel. Vital Kamerhe a accepté cette fois-là de remettre, vous l'avez dit ici, une belle description, en cause sa candidature pour la présidence de la République pour une deuxième fois. Et qu'à va devenir alors de cette candidature ou cette ambition-là pour 2028? Tous nous savons qu'il travaille pour sa propre personne, pour sa propre image, pour sa notoriété, pour 2028. Il travaille pour la nation. Il travaille pour la nation. C'est comme ça que lorsque nous revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous comprendrez que c'est un homme qui n'est pas obsédé par le pouvoir. Et il l'a dit maintes fois. On lui a posé cette question plusieurs fois. Seriez-vous candidat président de la République? Il a toujours répondu ainsi. Il n'est pas obsédé par le pouvoir, mais c'est une vocation. Gérer ce pays, diriger ce pays. On ne gère pas le pays seulement comme président de la République, mais aussi d'ailleurs, les ambitions ne sont pas aussi interdites. C'est garanti par la Constitution. Il est libre d'avoir des ambitions de diriger ce pays. Mais pour lui, ce n'est pas une obsession. Il n'est pas obsédé par cela. C'est pour cette raison qu'il a accepté de désister en faveur de M. Félix 2018. Il a encore désisté en 2023 ici. Donc, 2028, c'est encore loin. Il y aura un moment où il va convoquer un congrès au sein du parti
où le parti va en fait désigner le candidat ou va investir le candidat qui va représenter l'UNC aux échéances ou bien aux joutes électorales de 2028. Quelles sont vos stratégies, d'ailleurs vous êtes le porte-parole de ces partis ici dans la province du Haut-Katanga, pour asseoir votre notoriété, pour asseoir la notoriété de l'UNC, pour asseoir votre idéologie? Parce que pour beaucoup, l'UNC, c'est un parti qui est limité linguistiquement à la partie Est. Non, au contraire, c'est un parti qui est bien implanté dans toute la République. Dans chaque province du Congo, lorsque vous revoyez les images de la campagne électorale, partout où M. Félix passait pour la campagne électorale, il y retrouvait les drapeaux de l'UNC. Il y retrouvait les rouges-blancs de Vital Kamerhe. Donc nous sommes correctement implantés. Et par rapport aux stratégies, je pense qu'on ne les dit pas à tout haut, mais comme tout autre parti politique, nous sommes implantés et nous continuons l'implantation. La différence est que chez nous, à l'UNC, nous avons des séances de renforcement de capacités parce que pour nous, un parti politique, c'est une école et ensuite une école de socialisation, une école où on apprend comment gouverner. Il ne faudrait pas que demain ou après-demain, quelqu'un qui passe par les truchements de l'UNC, il se retrouve comme ministre et qui ne sait plus quoi faire. Ici, nous avons l'habitude de former les gens. Parce que d'abord, lui-même, Vital Kamerhe, c'est une école de la résistance, une école de la patience, une école de l'intelligence. Donc, lui met l'intelligence au service de la nation, dans la gestion de la res publica. Alors, chez nous, à l'UNC, nous avons ce genre de sessions. Lorsque nous avons les nouveaux adhérents, nous organisons les sessions de formation. Des formations sur l'idéologie du parti, des formations sur la gouvernance, sur la res publica. C'est ce qui fait que, généralement, ceux qui sortent de ce parti, qui sont ministres, ne font que briller. Regardez Aimé Boji Sangara, il est l'un des ministres qui se distingue. Regardez l'ancien ministre des Affaires foncières, Molindo Sakombi, il s'est distingué. On a autant de ministres qui sont distingués dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est une école. Donc, ça, c'est un acquis. L'Union sacrée, aujourd'hui, il y a une description qui gêne par moments d'elle. L'Union sacrée, dont fait partie l'UNC, un regroupement de détourneurs. On parle même des challenges de détournement. Pourquoi l'UNC accepte de rester dans une structure où il y a de l'opprobre qui est jeté comme ça? En tout cas, il faut faire la différence entre ceux qui gèrent la res publica et la coalition gouvernementale, la coalition politique de l'Union sacrée. En fait, d'ailleurs, nous avons de la chance qu'au jour d'aujourd'hui, que nous ayons un service comme l'IGF qui est très actif. Son activisme a permis aujourd'hui de détecter tous les tuyaux de fuite d'argent. D'ailleurs, c'est quelque chose à applaudir. Je n'applaudis pas le vol, mais simplement avant que M. Félix n'arrive au pouvoir, on n'entendait jamais des détournements. On n'entendait jamais les dénonciations sur les détournements. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir des gens qui détournent, mais qui sont incriminés et qui sont aussi poursuivis par la justice. Je sais qu'il y a une chanson, que tous ceux qui sont poursuivis sont relâchés par la suite. Les gens ignorent les jeux démocratiques ou les jeux de la justice. Les gens pensent que par la clameur publique, on peut simplement incriminer quelqu'un, le mettre sur la sellette et tout simplement, on va l'embastiller. Non, la justice a pour rôle non seulement de juger, d'incriminer, de condamner, mais également de laver. Mais ces petits jeux de la gouvernance gênent plus d'une personne. Mais moi, je suis content parce que l'IGF fait un travail très sérieux, un travail d'ailleurs qui a un impact significatif sur l'assiette fiscale et qu'aujourd'hui, on a même doublé en fait les recettes de l'État et l'État peut avoir assez de moyens pour mener sa politique. Vital Kamerhe est un homme honnête, un homme intelligent, un homme humble et qui met l'intérêt de la nation avant toute chose. Mais c'est le même Vital Kamerhe
arrêté pour détournement de 58 millions de dollars de projet 100 jours. C'est le même Vital Kamerhe qui fut vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, rassurant les gens de revoir au rabais sensiblement le taux de dollar. C'est le même Vital Kamerhe qui était prêt à faire une sorte de sous-branche au sein de la branche mère qui est l'Union sacrée pour faire peur au chef de l'État, pour dire voilà, si nos intérêts ne sont pas rassurés, nous allons bouger les choses. N'est-ce pas là un paradoxe? C'est pas un paradoxe parce que les gens n'ont pas la bonne information. Commençons par le projet 100 jours. Lorsque cette histoire commence, Kamerhe a été condamné par la clameur publique. Heureusement, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il est résistant, résilient et qui a la foi en Dieu. Il croyait qu'il était innocent. Vous avez Vital Kamerhe, vous avez ce fameux homme d'affaires Jamal qui vous dit on a décaissé, ou bien la Banque centrale qui retrace en fait la trajectoire de fonds de l'État. Si je me rappelle bien les chiffres, on parlait de 57 millions de dollars qui sont sortis, et Vital Kamerhe qui a basé ce procès ou sa défense sur en fait ces slogans pièce contre pièce. Il a prouvé pièce contre pièce qu'il était innocent, qu'il n'a jamais touché au fond. L'argent est sorti de la Banque centrale et l'argent est arrivé directement aux mains de Jamal. Mais malheureusement, on cherchait en fait les voies et moyens. On a inventé même une théorie sur le plan du droit, la théorie de la toile d'araignée, pour montrer détournement intellectuel, ce qui n'est même pas codifié dans nos textes légaux en RDC, simplement pour le voir cloué, condamné et puis oublié. Malheureusement, c'est le contraire. Les fonds sont sortis de la Banque centrale et c'est allé tout droit aux mains de Jamal, qui d'ailleurs dit j'ai l'argent, laissez-moi travailler. Mais les gens ne voulaient pas entendre. Alors, sur les méandres du procès, je ne voudrais pas revenir parce que c'était un procès très cynique qui nous a beaucoup fait du mal au sein du parti, parce que nous avons été amputés pendant plus de 3 ans de notre leader qui a été embastillé inutilement pour que 3 ans après, l'inexpérience des juges a fait que la Cour de cassation l'a lavé simplement et automatiquement. Allons sur son passage au ministère de l'économie. Les gens, vous savez que c'est comme ça qu'on dit que dans les partis politiques, il faut que le parti ne soit pas seulement un lieu des contestations, des revendications de marche ou des conquêtes seulement du pouvoir, que ce soit une école où on apprend aux gens comment on gère la res publique. Le ministère de l'économie, c'est un ministère transversal. Moi, j'enseigne les cours d'économie à l'université. Lorsqu'on parle de l'économie, c'est un processus de production, distribution, jusqu'à la consommation. Lorsqu'on voit la production, on voit le ministère de l'Industrie. Ce n'est pas Kamerhe qui gère l'industrie. Voyez-vous, le ministère de l'économie, c'est un ministère transversal. Pour que vous puissiez voir l'impact de ce ministère-là, il faut faire la conjugaison avec le ministère de l'économie, le ministère du commerce extérieur, le ministère de l'agriculture et le ministère des finances, le ministère du budget. Je voudrais dire à l'opinion qui nous suit en ce moment que Vital Kamerhe a engagé beaucoup de réformes. Et puis d'ailleurs, le contexte dans lequel il arrive dans ces ministères-là, c'est un contexte où le taux du dollar ne faisait que galoper. Galoper pourquoi? À cause du contexte mondial. Les gens pensent que le Congo est situé dans un monde qui n'est pas interconnecté. Tout ce qui se passe au Congo est, en fait, tous les effets négatifs de l'économie est en grande partie lié aux effets exogènes de l'économie mondiale. Nous avons la guerre en Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, l'Ukraine et la Russie, ce sont les pays qui nous fournissent le carburant, mais aussi le céréal. Je prends simplement le carburant. Quand vous prenez le carburant, c'est une denrée très, très, très importante dans la marche d'une économie. Avec le carburant, les véhicules se déplacent. Avec le carburant, les avions volent. Et dès lors que le carburant augmente,
ça a un impact important sur la structure des prix. Oh là là, la structure des prix. Et c'est là que Kamel intervient. La première réforme qu'il amène au ministère de l'économie, c'est auditer les structures des prix. Et c'est là qu'il a commencé à faire une subvention des prix. Ça signifie que les pétroliers ont étudié la perte qu'ils vont encaisser afin de maîtriser le prix. Si vous achetez à la pompe le carburant à 3000 francs, sachez qu'il y a 1000 francs que le gouvernement congolais prend en charge pour que les prix n'augmentent pas. N'est-ce pas là une réforme? C'est une réforme. Avant de quitter le ministère de l'économie, il a mis en place une structure qu'on appelle CONAC, la Commission nationale pour la concurrence. C'est une commission qui est là justement pour gérer la concurrence, qui a un impact important. Il y a autant d'autres réformes. Mais la grande réforme, c'est celle qui est liée à l'exonération. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'il arrive, il trouve la flambée des prix de maïs. Les gens ont épilogué là-dessus. Camérette a acheté les maïs et tout. On a laissé l'exonération aux opérateurs économiques d'importer la farine, n'est-ce pas, avec une exonération pratiquement libérale. Mais pour sentir correctement ces effets, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande une conjugaison. Et le plus grand effort qu'il faut faire pour ce pays, et d'ailleurs c'est ça même le syndrome ou la maladie de notre économie, c'est que nous avons une économie qui est extravertie. Ça signifie que tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Tout ce que nous produisons, on ne consomme pas ça. Alors, figurez-vous que nous produisons plus de cuivre et de cobalt. Ce sont les Chinois qui achètent. Ce sont les grandes puissances qui achètent. Dès lors que ça bouge à leur niveau, ça a un impact important sur les prix, sur la circulation de la monnaie. D'ailleurs, il y a même une réforme qui a été reconduite par le nouveau ministre de l'économie. C'est lié au retrait d'argent là-bas. Vous ne pouvez plus retirer l'argent en dollars dans les guichets. Vous ne retirez l'argent qu'en francs congolais. Cela permet d'augmenter une masse monétaire. Ça a commencé par lui et aujourd'hui, le nouveau ministre est en train de s'atteler sur ça pour permettre d'augmenter la masse monétaire dans les circuits économiques. Et cela fera que, en fait, le franc congolais sera trop recherché pour que ça puisse revaloriser notre monnaie. Mais ce sont tout simplement des mesures qu'on appelle des mesures conjoncturelles. Vous êtes porte-parole de l'UNC, on doit se le dire. L'UNC aujourd'hui a la présidence de l'Assemblée nationale, d'ailleurs occupée par ce poste occupé par lui-même le président national Vital Kamerhe. Votre démarche est de faciliter qu'on touche la Constitution afin que votre régime continue. Non, mais... Elle est démocratique, celle-là, cette démarche? En fait, les gens ne lisent pas la Constitution. Il y a un principe en droit où on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Que les gens lisent la Constitution. La Constitution prévoit elle-même ses mécanismes de révision. Il y a même, et puis la même Constitution prévoit les dispositions qu'il ne faut pas réviser. Que les gens, en fait, la Constitution, c'est le reflet de la société. Une Constitution qui n'est pas révisable, moi je ne comprends pas. On l'actualise selon les réalités du moment, selon l'évolution, selon les évidences, selon les spécificités. Aujourd'hui, nous avons un débat sur la nationalité. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut verrouiller l'accès à certains postes stratégiques du pays à ceux qui ne sont pas congolais. Mais c'est un débat. Mais c'est une évidence. Notre pays est hautement infiltré au sein de l'armée. Lorsqu'on apporte une telle réforme, est-ce mauvais ou c'est pas bon? C'est bon. Bon, en fait, de mon point de vue, si nous devons revoir cette question de l'infiltration de l'armée qui nous coûte énormément pendant que la stratégie militaire est tout autre. Mais il y a un des généraux qui est là pour vendre la mèche et nos militaires sont pris en sandwich, ils sont tués et les efforts sont anéantis. Il faut réformer cette question-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Les réformes sur le plan de l'enseignement. Il y a beaucoup de réformes qui peuvent être faites. Lorsqu'il s'agit des mandats du président, cette question a déjà été réglée par la Constitution. L'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui, justement. C'est une disposition qui n'est pas révisable. Lisez la Constitution. Mais pourquoi les gens doivent s'alarmer? Êtes-vous sûr que vous allez révisiter ou faire carrément une nouvelle Constitution? Il y a deux choses différentes entre amender
et changer la Constitution carrément, c'est-à-dire du premier au dernier article. En fait, le Parlement a deux fonctions essentielles, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Vital Kamerhe a misé. Il a misé son mandat de 5 ans au sein de cette institution, il a misé sur le contrôle parlementaire. Il a dit, il va efficacement contrôler chaque ministre pour que ces derniers sachent qu'il y a ce qu'on appelle la redevabilité auprès du peuple. Aujourd'hui, on ne doit plus badiner. D'ailleurs, bientôt, il y aura la rentrée parlementaire et cette rentrée sera essentiellement basée sur le contrôle de l'action du gouvernement, l'action de Mme Souminois, l'action des différents ministres qui l'accompagnent. Nulle part ailleurs où Vital Kamerhe s'est donné comme mission de réviser la Constitution. Non, la Constitution, on peut la réviser. S'il y a un des députés qui apporte une réforme, une loi modifiant la Constitution, ce sera discuté démocratiquement entre les élus et si cela bloque, on va faire intervenir le peuple. On passe, c'est ce qu'on appelle les référendums. Donc il y a plusieurs mécanismes prévus par la loi et je pense que nous devons plus nous atteler sur le contrôle parlementaire qui est un instrument très efficace pour rendre les ministres et le gouvernement redevables auprès du peuple. Est-ce que la personne du chef de travaux, cette éminence grise et TOI que vous êtes, s'est dit par moment fier d'avoir choisi l'UNC et Kamerhe? Je continue ma question. Kamerhe burundais, rwandais, vous, un Congolais décent, des pères et des mères, vous appuyez un président national qui est d'origine douteuse, Kamerhe voleur. Même devant le chef de l'État à Bruxelles, les gens disent habilement. En êtes-vous fiers? En fait, ces gens-là qui, à longueur de journée, ce sont des gens instrumentalisés. Quand vous voyez les gens en train de crier voleurs et tout, ce sont des gens simplement instrumentalisés. Deuxième chose, je suis fier d'être de l'UNC. Très fier, pourquoi? Parce que Vital Kamerhe est pour moi un repère. Un repère, mais aussi une référence. Un repère, une référence, pourquoi? C'est par son combat politique. Ce monsieur s'est distingué plusieurs fois lorsqu'il a géré la République. Ce monsieur s'est distingué plusieurs fois lorsqu'il dit des choses, mais des choses qui se réalisent concrètement. C'est un homme qui a une vision de l'aigle. C'est un homme qui nous a donné beaucoup de leçons, surtout lors du procès des 100 jours. Vous imaginez cet homme de Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Vous savez qui est un directeur de cabinet? Il a le rang de Premier ministre. Le directeur de cabinet qui se voit incriminé, embastillé, jugé devant les caméras, et cela urbi et orbi. Oh là là, mais c'est un homme humble, un homme qui s'est humilié, bien qu'il se sentait en fait innocent. Et la justice l'a lavé. Il a été acquitté. Son humilité, sa patience, son intelligence. Regardez lorsqu'il a géré l'Assemblée nationale à l'époque du sénateur à vie, Joseph Kabila. Mais Vital Kamerhe était plus populaire dans l'opposition que même dans sa majorité. Sa façon d'équilibrer le débat, le rôle qu'il a joué dans la diplomatie parlementaire. Non, mais cet homme, moi je dis simplement que c'est une denrée rare. Sa nationalité. Nationalité. Non, mais vous prenez, quand vous lisez, le cours de civisme, on dit qui est congolais? Il y a ce qu'on appelle les ius sanguinis et les ius soli. Kamerhe est congolais de sang, et dans les ius sanguinis et dans les ius soli. Il faut vous méfier. Vous savez, quand vous occupez des grandes responsabilités, tout de suite vous devenez étranger. On parlait de beaucoup de gens. Oh, il est étranger. Oh, il est angolais. Oh, il est juif. C'est toujours comme ça. Mais je pense que ça, ce sont de tralala ou de choses qu'on ne peut pas regarder. Vous savez, pour nous les intellectuels, ça se prouve par des papiers. C'est ça. L'UNC compte un jour diriger la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas? Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi en 2028 n'échangeait pas la Constitution,
respecte cette dernière et qu'il choisissait un dauphin autre que Caméré, quel serait votre avenir? Le Congrès va décider. Je vous ai dit au début de cette émission ou de cette entrevue que nos textes prévoient que pour ces genres de questions, ce sont des questions qui sont hautement politiques, discutées au sein du Congrès. Et ces congrès, on la convoque une fois l'an et je pense que le moment sera venu où ça sera discuté. On le sent déjà venir. Ce n'est pas... C'est divorce, c'est désamour. D'ici 2027, 3 ans, c'est peu. En tout cas, nous, à l'UNC, le fil conducteur de notre politique, c'est de servir ce pays, de servir la population, de rendre ce pays sa grandeur. En fait, tout ce qu'il y a comme digression développée par les uns et les autres pour nous jeter, saper en fait la loyauté de Vital Kamerhe, parce que cet homme a prouvé plus d'une fois qu'il est loyal. Je vous ai décrit depuis Genève, Nairobi, premier mandat, deuxième mandat, j'étais en prison, il sort de la prison, il est toujours loyal, il ne s'est jamais écarté de son partenaire politique. Je pense que chaque parti politique a les ambitions de diriger et nous dirigeons le pays aujourd'hui parce que nous sommes dans les institutions. À la présidence, c'est une vocation. On n'a pas interdit à Kamerhe de diriger ce pays un jour, mais il y aura un moment où ça sera levé, l'option sera levée par le Congrès et on saura où se Vital Kamerhe, ou peut-être que c'est moi, ou c'est quelqu'un d'autre qui sera investi comme candidat à la présidentielle. Donc, laissons le temps au temps. Nous sommes presque à la fin de cette interview, mais ce serait péché de ma part, sans pour autant poser ces quelques questions qui vont nous séparer. Monsieur Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays quasiment, a perdu toute sa popularité à l'Est. Il prend de peu en peu la position, il s'exprime de peu en peu contre ce qui se passe à l'Est de notre pays. On parle maintenant des Bahati Lukwebo qui prendraient même la place. Pourquoi ces silences-là? Non, mais Kamerhe a promis de s'investir dans la diplomatie parlementaire. Vous avez vu, il y a quelque temps, il était au Canada et il a dénoncé à haute voix, et c'était devant une tribune mondiale où il a dénoncé l'agression rwandaise. Vous pouvez retrouver les annales de son interview, de son intervention. Il y a quelques jours, il a reçu certains sénateurs américains sur la même question, où il a exposé la situation de la région des Grands Lacs. Donc, vous trouvez que c'est quelqu'un qui est préoccupé par la question de l'Est. Par rapport au leadership, il est le roi, le seul roi de l'Est. Et cela s'est démontré aux élections, aux primaires. Je ne vais pas commenter M. Vital Kamerhe et M. Bahati Lukwebo, ce sont des frères. Mais, allez interroger, lorsqu'il fallait désigner le candidat de l'Union sacrée pour le poste de président de l'Assemblée nationale, Mbosso était candidat, M. Christophe Mbosso était candidat, M. Bahati Lukwebo était candidat, M. Vital Kamerhe était candidat. Vérifiez les résultats et vous saurez qui est le roi de l'Est. Donc, en tout cas, sur cette question des leadership de la région de l'Est, ce n'est même pas une question. Il suffit de circuler à l'Est, on vous dira le roi, c'est celui-là. L'UNC, ces partis politiques-là qui aiment la nation, qui s'attachent, qui aiment l'intérêt de la nation, acceptent de collaborer, d'être dans une même famille, donc manger sur une même assiette, avec ceux-là qui détournent matin, midi, soir les millions de dollars de l'État. Nous le savons tous, vous allez porter cette responsabilité en 2028. Vous n'avez pas peur que ça influence même négativement votre campagne? Non, en fait, la question des détournements, je vous ai dit que pour la première fois dans ce pays, où nous avons une institution qui est très active, qui dénonce les détournements. Avant, citez-moi un exemple où il y a quelqu'un qui aurait détourné et qui a eu un procès dressé et qu'il a été condamné. En tout cas, peut-être que ça existe, mais je ne me souviens pas du tout. C'est sous la gouvernance de M. Félix, où nous voyons les gens au moins
aller répondre de leurs actes devant la justice. Et mais les millions sont toujours partis. Non, mais le social, je ne commande pas les discussions. Je ne commande pas. En fait, quand un jugement est rendu, on appelle, il y a le principe de l'autorité de la chose jugée. Je ne peux pas commenter les décisions de la justice, mais ce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons au moins la possibilité d'entendre que tel a détourné et qu'il est poursuivi et qu'il est mis mal à l'aise. Et ça, c'est une sorte de dissuasion. Et vous savez très bien que M. Félix s'est même plaint. Il a dit, notre justice est malade. Il n'a pas honte de le dire. Savez-vous ça? Il n'a pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que il voudrait que les choses changent. Regardez aujourd'hui le nouveau ministre, comment il fait. Il bouscule de gauche à droite. En fait, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Nous allons pas à pas et un jour on sera fiers de notre justice. Mais ce qui est important aujourd'hui, cet activisme de l'IGF qui a un impact conséquent sur l'assiette fiscale, c'est très important. Vous pouvez aujourd'hui affirmer, on finit par là, que l'Union sacrée, Félix Tshisekedi, y compris Kamere, ils ont tous échoué de développer le pays, le social de la population, le taux de dollar qui ne fait que galoper, monter tout le jour, l'électricité, il n'y en a presque pas, de l'eau, à manger, la souffrance est là, visible, et vous avez perdu l'espoir que vous représentez cette fois-là, hier. En tout cas, dire que M. Félix a échoué ou bien la gouvernance, ça c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous prenez le projet 145 territoires. Je ne le dis pas comme les autres le disent à la tête parce qu'on dit projet 145 territoires. Moi-même, je suis allé à la BCECO, ici à Lubumbashi. Lorsque vous allez au bâtiment de la BCDC au premier niveau, vous trouverez les bureaux de la BCECO. Et posez-leur la question, combien de routes ont été construites? Combien d'écoles ont été mises en place? Les gens ne lisent pas, les gens ne posent pas des questions sur les statistiques. Regardez au niveau de l'administration de l'État. Le ministre Liao, il a fait un travail énorme. Vous allez mettre ça sous le bilan de qui? M. Félix. Combien de fonctionnaires de l'État aujourd'hui commencent à toucher? Les noms, moi, je suis fonctionnaire de l'État. À l'époque, je touchais moins que ce que je touche aujourd'hui, je ne peux pas le dire à la télé. Mais il y a des améliorations, il y a des choses qui changent. Il y a des gens qui sont envoyés à la retraite. Il y a le budget de l'armée qui est augmenté. Voyez-vous, il y a plusieurs victoires diplomatiques. Ce pays qui était inaudible sur le plan international. Aujourd'hui, on entend la voix du Congo. Ça, ce ne sont pas les acquis ou bien, en fait, ce n'est pas un bilan, ça. On sait qu'il y a beaucoup à faire, il y a des choses encore à faire. Il y a beaucoup de défis. Je sais qu'on n'est pas encore arrivé là où il fallait y être. Mais les jalons sont jetés, les bases sont jetées, les routes sont tracées. Et maintenant, on est simplement en train d'intensifier les actions qui ont déjà été menées pour que finalement qu'on arrive à ce que j'aime toujours appeler un effet de boule de neige. Monsieur Etoyi, vous allez regarder droit cette caméra et dire un message à la nation congolaise, à tous ces jeunes filles et jeunes garçons, papa, maman, qui vous suivent en ce moment au nom de l'Union pour la nation congolaise. En tout cas, je voudrais dire à la population congolaise de croire aux institutions et surtout d'être solidaire à ce qui se passe à l'est du pays. Ce conflit sanglant, ce complot ourdi contre la RDC depuis la nuit des temps, depuis 1885 aujourd'hui, nous subissons en fait cette jalousie au niveau régional, mais aussi ces complots de balkaniser le pays. Je pense que c'est le temps pour nous d'être unis. Unis pourquoi? Unis pour une cause noble, de défendre la République à tous les jeunes. En tout cas, soyez, on dit la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais moi, je dis la jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui parce que c'est nous qui devons prendre à bras le corps, en fait, ce pays pour le changer, pour apporter la grandeur. Ce n'est pas le temps de nous diviser opposition, majorité ou des fractions tribales. Nous devons être unis, accompagner nos FARDC, mais également notre chef de l'État lui renouvelle notre confiance pour qu'il mène des actions importantes pour que finalement la paix, parce que sans la paix, vous nous verrez, c'est difficile de connaître un développement important. La paix, c'est quelque chose de très capital dans l'essor industriel. Voilà. Monsieur Etoyi, je vous dis merci. Merci à vous. Ah.